Encore une fois, professeur Koda, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'université de Lomé et vous avez pris le relais, ça fait un bon moment. Les choses se passent, on dirait, tant bien que mal là-bas. Je pense que les choses se passent très bien. Nous sommes en train de poursuivre les réformes déjà engagées et pacifier un tant soit peu aussi l'atmosphère à l'université de Lomé. Ah d'accord, donc vous êtes en train d'enchaîner tout ce que vous aussi voudrez faire aux anciennes. Absolument. Ah d'accord, toujours pour le bien toujours pour de la communauté estudiantine. Toujours pour le bien de tous les membres de la communauté, notamment les enseignants, le personnel administratif et technique et les étudiants, et essayer aussi de positionner l'université de Lomé comme étant une institution stratégique aux côtés du gouvernement dans son appui intellectuel et opérationnel pour l'exécution et la mise en œuvre de ces politiques publiques. Ah, donc c'est votre leitmotiv. Absolument. La marque que vous voudrez aussi imposer. Si peut-être d'ici 20 ans, on vous permet ou bien on vous dit allez vous faire voir encore dans d'autres institutions. Mais 20 ans c'est beaucoup. C'est juste, c'est pas une prophétie, mais c'est une manière. Alors, professeur Adama Koda, nous allons aborder le sujet pour lequel nous sommes là ce matin, ou bien vous êtes dans nos studios, c'est la Constitution votée le 25 mars dernier même. Ma question, est-ce que vous vous attendiez, vous, en tant que juriste de haut niveau, à vous réveiller le 26 mars dans une nouvelle république, la 5e? Vous avez parlé tout à l'heure de la résurrection. Et nous notons que la République togolaise aussi est dans cette perspective de résurrection avec le réformisme constitutionnel qui a eu lieu et qui nous plonge dans la 5e République. C'est vrai qu'on sentait venir et que les bruits couraient, on suivait un peu l'actualité et on savait qu'il y avait des travaux qui se poursuivaient au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Mais nous ne connaissons pas l'heure à laquelle la fumée blanche allait sortir. Et donc, nous avons appris la nouvelle, comme tous les citoyens, le lendemain, que nous sommes tombés dans une 5e République, du moins à l'Assemblée nationale. Une curiosité, est-ce que les professeurs de droit, tels que, en tout cas vous êtes nombreux au Togo, avez-vous été associés en amont à l'écriture de cette nouvelle constitution? Alors, je serai principalement juridique et accessoirement politique. Il n'est pas écrit dans la Constitution nulle part que la modification ou la révision d'une Constitution doit partir en associant des professeurs. Ce sont des politiques qui disposent de cette prérogative constitutionnelle. Et donc, pour moi, cette question ne se pose pas. Et donc, c'est une initiative personnelle, peut-être des députés, puisque ces députés sont parfois sous des chapelles politiques. Alors, le 8 mai 2019, il y a eu, par cette même législature, une modification constitutionnelle promulguée par le chef de l'État, je crois, le 15 mai 2019. Et c'est la constitution actuelle que nous avons. Mais professeur, quelle est l'opportunité ou l'urgence qui a poussé cette fois-ci à aller à une nouvelle constitution qui de facto nous bascule dans la 5e République? Alors, le temps ou le moment sur la révision, le changement ou la modification d'une constitution n'est pas, me semble-t-il, réglé dans la Constitution, sauf lorsque l'article 144, je pense l'avant-dernier alinéa, nous dit qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. À partir de ce moment, le temps politique doit être jugé à l'aune de l'opportunité politique. Et cette opportunité politique n'est appréciée que par les politiques. Et donc, on ne peut pas juger juridiquement en dehors des restrictions
temporelle de l'article 144, on ne peut pas juger ou présager de l'opportunité politique. Mais je pense que l'on voudrait bien mettre fin à l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Et donc peut-être qu'on a souhaité que cette législature le fasse, et pour que les échéances qui arrivent ne conduisent pas à élire le chef de l'État au suffrage universel direct. Mais je ne saurais juger vraiment raisonnablement de l'opportunité politique. Oui, mais quand même, les Togolais toujours se posent la question. Et vous aussi, vous êtes à l'écoute de l'opinion. Même dans nos familles, un peu partout, on le dit. Pourquoi cela maintenant et non hier, ou peut-être au cours de la dernière révision qu'ils ont eu à faire? Oui, c'est pour ça que je vous disais que la dernière révision 2019 est une révision de la Constitution. Mais l'actuelle modification, c'est une modification totale. Voilà, c'est un changement de constitution. Voilà, c'est un changement de constitution. Et pour changer de constitution, en réalité, il n'y a aucune règle juridique qui est prévue pour le changement de constitution. Nous nous souvenons d'un auteur, Raymond Carré de Malberg, qui disait dans un de ses écrits que les procédures de changement de constitution ne doivent même pas être étudiées dans les chapitres du droit constitutionnel. Et donc vous comprenez dès lors pourquoi, quand on fait une constitution, on a l'impression d'avoir fait œuvre d'éternité. Autrement dit, le constituant, quand il élabore une constitution, ne pense pas prévoir des procédures qui fixent la mort de cette constitution. Et donc, quand on n'a pas de procédure pour changer de constitution, toutes les procédures sont bonnes. En droit, nous faisons une distinction. Il y a des procédures d'élaboration qu'on appelle des procédures non démocratiques, et puis des procédures démocratiques. Les procédures démocratiques, bon, ça n'existe plus tellement. C'est lorsque le prince lui-même écrit sa constitution et la donne au peuple. Et on parle de pacte de suggestion. Pactum subjectionis. C'est un don que le prince fait. Maintenant, dans les procédures démocratiques, on a deux éléments. Premièrement, c'est qu'on peut mettre en place une assemblée constituante qui rédige le texte et on soumet ce texte-là au référendum. Et c'est le chef de l'État qui met en place cette assemblée constituante? Non, bon, ça peut être le chef de l'État, ça peut être dans le cadre d'un processus. Une décision politique. Oui, ça peut même être dans le cadre d'une révolution, d'un processus révolutionnaire. Comme la conférence, comme les conférences nationales que l'on a connues en Afrique. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de règles qui les fixent. Donc il y a une assemblée constituante qui propose le texte que l'on soumet au référendum, ou bien l'Assemblée nationale se transforme en assemblée constituante pour changer de constitution. Il n'y a pas de règle. C'est ce à quoi nous avons assisté. C'est ce à quoi nous avons assisté dans les catégories juridiques d'élaboration de la Constitution. L'Assemblée nationale peut se transformer en assemblée constituante pour proposer la Constitution et adopter elle-même la Constitution. Ce sont des procédures. Oui, et en ce moment-là, est-ce que le travail se fait à découvert ou bien en catimini, dans l'opacité, puisque actuellement les acteurs politiques reprochent à toute la démarche que le texte qui a été voté d'ailleurs par les députés, ils n'ont même pas la copie. Non, peut-être vous qui êtes les chercheurs, les grands, disons les professeurs, vous avez le texte, on ne sait pour le moment. Non, de toute façon, je pense que si nous descendons un peu dans les sous-sols de l'élaboration de ce texte, il y a eu beaucoup d'accords entre les partis politiques dans ce pays. Le chef de l'État, en 2017, a fait envoyer une commission chargée de faire des propositions sur la réforme dont j'étais le rapporteur. Nous avons sillonné tout le pays, nous avons déposé des rapports. Vous faites allusion à la commission Wanana. Voilà. Et donc, tous ces documents-là sont des documents dont dispose l'Assemblée nationale. Et c'est sur la base de ces documents que
l'Assemblée nationale a travaillé, puisque dans ces documents, il y avait quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels des consensus étaient déjà dégagés. Et donc, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale s'est levée ex nihilo pour prendre une constitution. Non. Donc, vous voudrez vous insinuer qu'ils se sont inspirés, les parlementaires se sont inspirés certainement donc de documents déposés par la commission Wanana? Il y a des documents qui sont déposés par la commission Wanana. Il y a aussi des rapports de plusieurs concertations qui ont eu lieu entre acteurs politiques qui ont réclamé un certain nombre de choses, notamment la limitation du mandat, notamment le fait de soulager un peu le chef de l'État de ses pouvoirs, et les revendications pour les régimes parlementaires, etc., sont contenues dans plusieurs accords et discussions que les partis politiques ont eu dans ce pays. Et donc à partir de ce moment, si l'Assemblée nationale ou les députés qui ont initié le document, la proposition de loi constitutionnelle ont travaillé avec tous ces documents, on peut dire quand même qu'on a pris en considération un certain nombre de textes qui existent. Le travail a été fait en catimini. Autrement dit, la population est privée, sevrée même du contenu du document. On ne l'a pas pour savoir ou apprécier un peu si cela correspond à nos aspirations ou pas. C'est pour ça que je vous dis que dans les procédures d'élaboration d'une constitution, il n'y a pas de règles. C'est pour ça que je vous dis que je serai plus juridique que politique. Il n'y a pas de règles qui fixe, qui dit que bon, l'Assemblée nationale doit proposer le texte et doit soumettre le texte à discussion. On dit ce que vous faites sans moi et contre moi. Non, absolument pas. Je pense que ça, c'est des dictons. Oui, ça, c'est des dictons qui peuvent passer, mais juridiquement, quand on fait une règle pour, par exemple, protéger un enfant qui n'est même pas encore né, mais est-ce que c'est pour lui? Il n'est pas encore né, mais c'est dans son intérêt qu'on le fait. Et donc, ce débat qui consiste à dire qu'on fait les choses sans consulter, on fait en catimini, je pense que on doit mettre un bémol parce que les députés qui ont initié cette proposition de loi constitutionnelle se sont quand même inspirés de beaucoup de rapports qui ont été déposés. Alors, sous la pression peut-être, le chef de l'État, je ne dirais pas faire volte-face, mais il dit Assemblée nationale, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, allez à une seconde lecture. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette demande du chef de l'État, professeur Adama? Non, je pense que le chef de l'État est tout simplement à l'écoute de la population. Le chef de l'État est à l'écoute de la population. Le chef de l'État entend ce qui se passe au niveau de la classe politique par rapport à cette proposition de loi constitutionnelle. Et il n'était pas obligé de demander une deuxième lecture. Mais demander une deuxième lecture, c'est inviter l'Assemblée nationale à relire le texte et à voir s'il y a des choses où il y a des dispositions qui ne cadrent pas avec les aspirations, ou bien s'il faut revoir l'écriture, etc. Et donc la deuxième lecture, c'est une prérogative du chef de l'État qui participe de la démocratisation de la procédure législative et donc de la démocratisation de la procédure de l'adoption de la loi constitutionnelle. Oui, en ce moment-là, c'est-à-dire que le chef de l'État fait des observations et il envoie en demandant à l'Assemblée essayer de corriger ces aspects-là, ou bien il demande simplement allez-y, faites une seconde lecture. Alors, au nom de la séparation des pouvoirs, prônée par Charles Secondat, baron de la Brède, et de Montesquieu, connu sous le nom de Montesquieu, le chef de l'État n'a pas à s'immiscer dans la procédure législative. Et donc, il demande tout simplement de lire, de relire et de voir ce qu'on peut faire. Maintenant, en douce, il peut peut-être faire certaines
certaines observations, mais l'Assemblée nationale, au nom de la séparation des pouvoirs, n'est pas obligée d'en tenir compte. Puisque donc, il ne va pas enjoindre les députés, faites ci, faites ça, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Même dans les coulisses, c'est possible également. Bon, ça c'est politique. Ça c'est politique, mais juridiquement, il ne peut pas imposer à l'Assemblée nationale, surtout qu'il s'agit d'une proposition de loi constitutionnelle et non d'un projet initié par le gouvernement. Raison d'ailleurs pour laquelle, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi constitutionnelle qui est adoptée par les 4/5e, le chef de l'État ne peut même plus recourir au référendum. C'est lorsque le projet est adopté à la majorité des 2/3 que le chef de l'État peut envoyer ce projet au référendum. Mais lorsque les 4/5e se prononcent, alors la procédure législative prend fin et on adopte. On n'a pas besoin d'aller au référendum. Le chef de l'État même est démuni et ne peut pas, en l'état actuel, aller au référendum parce que le texte est adopté. Je vous cite, je vous cite l'article 144. Alors, le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5e des députés composant l'Assemblée nationale. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. Et on revient, on dit, le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle. Donc c'est lorsque l'initiative vient du gouvernement qu'il a la latitude de pouvoir soumettre le projet de loi constitutionnelle au référendum. Mais si l'initiative est prise à l'Assemblée nationale et que les 4/5e se prononcent, il n'a plus de pouvoir constitutionnellement pour soumettre le projet au référendum. Ah oui, mais ceux qui ont adopté cela à plus de 4/5e d'ailleurs, on doute de leur légitimité. Ou leur légitimité est à polémique aujourd'hui. Non, l'article 144 règle aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Alors, il y a une partie de la classe politique qui considère à tort que l'Assemblée nationale assure l'intérim. Alors qu'il y a une disposition de la Constitution qui nous dit que cette Assemblée nationale reste en fonction jusqu'à le dernier alinéa de l'article 52. Absolument. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'intérim, l'intérim veut dire tout simplement, juridiquement, ou si vous allez dans le Larousse, l'intérim veut dire, signifie la situation dans laquelle une autorité qui exerçait un pouvoir disparaît et on nomme une autre autorité à la place de l'autorité qui disparaît pour assurer la continuité de la fonction. C'est là où on dit il assure l'intérim. Il n'est pas titulaire du poste. Oui. Mais ici, l'Assemblée nationale est titulaire du poste puisque le mandat a pris fait. Nous les avons votés et on leur a accordé 5 ans de mandat. Les 5 ans sont épuisés. Oui ou non? Oui. Mais il faut faire une lecture croisée avec la disposition constitutionnelle qui dit que vous restez en fonction jusqu'à ce qu'on installe une nouvelle législature. Et c'est là où j'explique que dans la théorie fonctionnaliste de Jérémy Bentham, quand vous restez en fonction, l'utilitarisme, c'est pour exercer une fonction. Vous restez en fonction pour exercer une fonction. Et donc à partir de ce moment, on ne peut en aucun cas considérer l'Assemblée nationale comme étant une assemblée intérimaire. En réalité, le problème se pose
par rapport aux dispositions constitutionnelles elles-mêmes. C'est-à-dire, le constituant dit 5 ans, et lui-même, il dit encore qu'on peut proroger ces 5 ans jusqu'à ce qu'on installe une nouvelle assemblée. Donc, il y a une prorogation du mandat qui a été assurée par des dispositions constitutionnelles. À partir de ce moment, là, juridiquement encore, c'est pour ça que je vous dis que je veux être principalement juridique et accessoirement politique, il est difficile juridiquement de considérer cette assemblée comme assumant une intérim, puisque c'est la Constitution elle-même qui a prorogé. En prorogeant la fonction, on proroge le mandat. Et vous l'avez parce que la fonction est liée au mandat. La fonction est liée au mandat, vous le dites, mais quand même, nous, citoyens togolais, quand nous votions, nous savions, et tout le monde avait à l'esprit que au bout de 5 ans, vous allez devoir revenir solliciter encore nos voix. Oui, mais il aurait... soit vous reconduire, ou vous remplacer. Il aurait aussi été utile de connaître l'autre disposition pour dire que lorsque le mandat arrive à expiration, il y a aussi la possibilité de proroger. Ça aussi, le citoyen qui doit connaître la Constitution, le bon citoyen qui doit connaître la Constitution, doit savoir qu'il y a la possibilité de prorogation de la fonction et donc de prorogation du mandat. Parce que vous ne pouvez pas exercer une fonction sans mandat, puisque le mandat, c'est le titre juridique qui justifie l'exercice de la fonction. Donc, les députés, même si c'est dans cette phase de prorogation, ils peuvent tout faire. Mais bien avec sûr, notre Constitution. Mais bien sûr, puisque... Ou y a-t-il des limites? Mais ils peuvent tout faire, sauf changer un homme en femme, comme le dirait un auteur. C'est-à-dire, ils peuvent tout faire avec la Constitution en restant dans les limites posées par la Constitution. Les limites juridiques posées par la Constitution. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas donner des fonctions ou attribuer des fonctions à une institution en lui déniant le titre juridique qui lui permet d'exercer ses fonctions. Alors, ça ne sert à rien. Alors, le constituant n'a rien fait. Oui, mais le constituant aurait que vous serez plus juridique que politique ici, mais la célérité avec laquelle les députés ont agi, et puis le moment choisi, et le pays n'étant pas en crise, les élections n'avaient pas été organisées, toutes ces situations poussent les Togolais à se poser des questions et à aller même plus loin. Et un acteur politique l'a dit que ce sont des subterfuges pour permettre au président actuel de s'éterniser, de se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez, vous leur répondez? Non, permettre au président actuel de se maintenir au pouvoir, je pense que quand j'ai regardé un peu le texte, les mandats sont toujours limités. Même, je pense même que dans le texte, le chef de l'État n'est élu pour qu'un seul mandat. Et puis le chef de l'État a été dépouillé pratiquement dans ses attributions. Alors je ne vois pas en quoi cette proposition de loi de loi constitutionnelle vise à permettre au chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Bon, sincèrement, je ne vois pas, ni juridiquement, ni politiquement. Au regard des dispositions, au contraire, je vois plutôt que c'est une opportunité qui est donnée à l'opposition ou à tous les partis politiques de s'organiser pour véritablement battre campagne et avoir un certain nombre de sièges à l'Assemblée nationale pour forcer la collaboration au pouvoir. Moi, c'est ce que je vois. Oui, mais dans vos développements tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de points très clairs, très clés, pardon. Mais ici, je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que le chef de l'État, face à tout ce que le tollé que cette nouvelle constitution est en train de créer, au niveau de l'opinion, même parfois à l'international et tout, cela semble créer une crise dont le Togolais n'a pas besoin en ce moment. Mais dans ces conditions-là,
est-ce que le chef de l'État peut outrepasser les prérogatives de l'Assemblée et dire je retire cette loi ou retirer cette loi ou allons au référendum? Mais ça veut dire que vous voulez peut-être en disant cela forcer le chef de l'État à violer la Constitution. Non, c'est une question que moi je pose. Oui, mais je vous donne la réponse. Ça veut dire que le chef de l'État va violer la Constitution, puisqu'il n'en a pas les prérogatives constitutionnelles pour retirer. En l'état actuel, il n'a pas les prérogatives constitutionnelles pour retirer le texte. Non. Même si cela peut être source de tension. Mais je vous dis que je vous parle juridiquement. Ah oui. Oui. Quand vous lisez la Constitution, il n'a pas le pouvoir de retirer le texte. Surtout que le texte est d'initiative parlementaire de l'Assemblée nationale. Et même, attention, même il lui serait même difficile de retirer un texte d'initiative de l'initiative de l'exécutif, mais qui est déjà voté par l'Assemblée nationale. C'est le principe d'équilibre et de séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que le chef de l'État s'immisce dans le travail parlementaire. C'est la séparation des pouvoirs. Sinon, il deviendrait un dictateur, c'est-à-dire il va légiférer ou faire légiférer et puis faire exécuter. Oui, mais quand même, nous savons que le chef de l'État a pour prérogative aussi de garantir la stabilité, la paix, la sécurité du pays. Oui, quand lui-même il sent venir peut-être quelque chose qui n'est pas de nature à garantir cette paix, cette sécurité, n'a-t-il pas quand même le droit de pouvoir dire, messieurs, arrêtez-moi cela? C'est vrai, la Constitution, vous le dites juridiquement. Mais si vous commencez par faire ça, alors s'il le fait pour autre chose, vous allez le critiquer? D'accord. Alors, maintenant, on parle de régime parlementaire. Régime parlementaire, qu'est-ce que cela signifie en français facile pour que nous puissions comprendre cela? Mais avant que vous nous donniez ces explications, professeur, vous et moi, nous tous Togolais qui suivons en ce moment ce débat, très bientôt, si cette constitution est promulguée, nous serons dépouillés, dépossédés de notre droit de voter qui nous voulons comme président de la République. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. Ah. Parce qu'il y a quand même les élections législatives. Le chef de l'État, dans la nouvelle mouture de la 5e République, est désigné par l'Assemblée nationale. Vous voyez. Et donc, c'est une forme d'élection indirecte. Et l'élection au suffrage universel indirect est connue ailleurs. Ouais, les États-Unis, par exemple. Il y a les électeurs, après il y a les grands électeurs, et ce sont les grands électeurs qui élisent le chef de l'État aux États-Unis. C'est pratiquement la même chose, puisque les citoyens vont élire les députés au suffrage universel direct, et en élisant les députés, le citoyen sait déjà qui sera le chef de l'État, par exemple, ou le président du conseil, par exemple. Et même, on nous dit que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, le citoyen qui participe aux élections communales aussi sait déjà qui sera le président de la République ou le président du Conseil, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc on donne plus de possibilités. Le Sénat, le chef de l'État, la loi l'autorise à désigner lui seul le tiers des membres du Sénat. Comment il peut choisir un tiers des membres du Sénat et maintenant ceux-là vont voter contre lui? Est-ce que c'est possible? Mais écoutez, ce sont les règles constitutionnelles. Dès que vous avez un titre de légitimité, on vous permet de pouvoir désigner un certain nombre de membres composant les autres institutions. Donc, tout ce qui se fait, il y a quand même
rien ne présage que les choses se font en faveur peut-être du président actuel ou bien c'est non, qui va le reprendre. Absolument pas. Les choses se sont organisées. Le système est organisé de telle sorte à assurer d'abord l'efficacité gouvernementale et à assurer une cohérence de majorité et peut-être même à forcer les partis politiques à entrer en coalition. Vous allez vous rendre compte qu'avec ce système, il y aura une rationalisation du paysage politique. Les partis politiques naguère éparpillés, divisés, seront obligés de se regrouper à un moment donné pour former pour avoir la majorité ou bien participer à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité. Et donc la scène politique sera plus rationalisée et l'efficacité du gouvernement aussi, parce que vous savez, un gouvernement qui n'a pas de majorité ne peut pas gouverner, qui n'a pas une cohérence majoritaire ne peut pas gouverner. Et donc, et nous allons, je vais vous interrompre un peu puisque nous avons des impératifs également pour servir à nos annonceurs pour revenir après sur les avantages que ce régime parlementaire peut conférer donc à la population et qu'est-ce que nous pouvons tirer de bien de ce régime parlementaire qu'on nous propose. Et s'il y a des choses qui seront à l'avantage de la population, pourquoi ne pas parler de ça, discuter de ça, et mettre le test à la disposition de tout le monde avant que les parlementaires ne s'en saisissent et faire leurs travaux parlementaires. On va marquer la pause, on revient dans quelques minutes. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule... Maoulé Koda. Alors, professeur, je vous demandais tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le pays, est-ce que mieux ne serait pas de nous informer, de nous édifier, de nous parler de tout cela avant qu'on ne puisse aller aujourd'hui à ce vote de la loi? Je l'avais dit. Oui, bon, on revient toujours sur la même question. C'est la même question. Les représentants de la population, ce sont eux-là qui siègent aussi à l'Assemblée nationale. Et donc, ce qui se fait à l'Assemblée nationale, c'est le peuple représenté qui le fait. Et donc, il ne faut pas ignorer ce lien juridique et politique qui continue toujours par exister entre le peuple et ses représentants, c'est-à-dire les députés. Les députés ne sont pas désincarnés. Ils ont le mandat du peuple et de la population. Et donc, il ne faut pas oublier ce côté juridique et politique de la chose. Alors, l'autre préoccupation, je disais tout à l'heure, quels sont les avantages de ce régime parlementaire pour le citoyen lambda, le Togolais qui vous écoute maintenant? Bon, vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait dans un de ses écrits qu'il n'y a pas de meilleure forme de gouvernement, sinon ce serait le gouvernement des dieux. Et donc on ne peut pas dire de go que à tel peuple c'est tel, mais ayant expérimenté une forme de gouvernement avec les problèmes que ça posait au Togo, il est souhaité que le Togo abandonne ce régime-là que moi j'avais qualifié de régime hybride, bâtard, parce que qui se situait entre le régime présidentiel et le régime parlementaire, qui s'est par la suite abattardi en créant un système présidentialiste où tout est focalisé sur le chef de l'État et qui donne l'impression aux citoyens lambda comme si on était revenu dans la dictature. Il fallait donc démythiser le chef de l'État, la fonction du chef de l'État,
pour relégitimer le pouvoir au sein de l'Assemblée nationale qui représente la nation et qui est élu directement par le peuple. Et vous savez également que les périodes des élections présidentielles sont des périodes chrysogènes. Si vous regardez un peu ce qui se passe dans la sous-région, lorsqu'il y a élection présidentielle, tout le monde s'agite, le paysage politique, sans parler des coûts financiers. Alors que nous sommes un pays en développement et nous avons besoin des services sociaux, j'allais dire élémentaires. Tous ces sous que nous dépensons pour organiser les élections présidentielles chrysogènes, est-ce qu'il ne serait pas mieux de trouver une autre modalité d'élection du chef de l'État pour permettre... Et à ça, on vous dira tout simplement, après l'adoption de la Constitution de 92, on a organisé plusieurs élections présidentielles jusqu'à ce jour. Absolument. Et pourquoi c'est maintenant? C'est pourquoi c'est maintenant qu'on trouve que on dépense trop. Mais, monsieur Joachim, c'est moi qui le dis. Personne, je fais une analyse juridique et politique de la chose. Mais je pense que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et quelle sera la place de l'opposition donc dans un régime parlementaire? Alors, l'opposition est célébrée dans un régime parlementaire. Célébrée? Oui. Parce que quand il y a une opposition, ça donne l'occasion, parce que le gouvernement va être un gouvernement responsable, qu'on va solliciter tout le temps à l'Assemblée nationale pour le contrôle, puisque c'est le gouvernement qui va exercer le pouvoir. Et donc c'est l'opposition qui va mettre à nu en Grande-Bretagne, on parle même de shadow cabinet. C'est-à-dire que l'opposition a des ministres qui travaillent sur les mêmes dossiers que les ministres qui sont en fonction. Et donc le contrôle sera plus acéré et va conduire à l'efficacité gouvernementale. Et dans un régime parlementaire, le chef de l'État, l'opposition appartient aussi au chef de l'État. La majorité est au chef de l'État, l'opposition aussi appartient au chef de l'État. C'est pour ça, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, on dit que la reine gouverne ou dispose de la majorité, mais sous le contrôle de l'opposition. Et donc le chef de l'État se situe donc au-dessus de la mêlée et contribue à arbitrer, à donner des conseils, à pacifier le jeu politique. Est-ce que vous voyez? Toujours et donc, dans l'option de préserver les intérêts du pays. Toujours dans l'option de préserver les intérêts du pays. Et le régime parlementaire a ceci de génial, que l'opposition, en travaillant déjà sur les dossiers, en discutant à l'Assemblée nationale avec la majorité, se prépare déjà pour devenir la majorité, puisque en maîtrisant les dossiers, cette opposition peut rendre compte directement sur... S'il intervient par moment des blocages au niveau du Parlement, qui peut dissoudre le Parlement en ce moment-là? Est-ce que c'est possible qu'on dissolve le Parlement quand il y a blocage, ou bien ils doivent toujours trouver un compromis? Non, on a dit que le régime parlementaire, c'est une scène de ménage. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui gouverne sur l'appui de la majorité. Mais on préserve les moyens d'influence réciproque. C'est-à-dire que le gouvernement peut être censuré et l'Assemblée nationale peut aussi être dissoute. Et ça se passe en Israël tout le temps et ils organisent toujours des élections. Oui, c'est parce que là, c'est le choix du système de l'élection à la proportion. Mais lorsque vous êtes dans un système électoral à la majorité, un système électoral majoritaire sans la proportionnelle, alors là, vous forcez déjà à, je l'ai dit tout à l'heure, que vous devez arriver normalement au bipartisme et à la rigueur à 3 partis qui vont gérer l'Assemblée nationale ou qui vont faire le jeu du pays.
On va permettre 12 02 80 63 99 70 70 90. Auditeur qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, nous sommes proportionnels. C'est élection proportionnelle. Oui, parce qu'il a dit en Israël, c'est la proposition aussi, non? Ou bien je me trompe là. Et puis, je voulais dire à M. Kokoroko, tous ces cités, vous êtes enseignants, vous trouvez que normal, qu'une constitution, que il y a des modalités pour modifier la constitution, dans cette constitution. Nous ne sommes pas en révolution, comme vous le dites, ils sont payés, c'est pour sauter le verrou là. C'est que vous déplacez le pouvoir vers la présidente, vers le président du conseil. Donc c'est là que c'était le pouvoir. Donc le président comme. Bien noté, Didier. L'autre intervenant avant, professeur, voudrait lui apporter rapidement des éléments de réponse? Non, je l'ai déjà dit qu'il n'y a pas de procédure juridique d'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, quand vous célébrez la constitution de 1992, mais j'entends bien, mais faisons le testament de cette constitution. Aujourd'hui, si nous huetons un peu le paysage politique, cette constitution-là est critiquée. Et si nous regardons un peu la constitution de 1992, c'est une constitution de revanche. On a dit qu'on l'a votée à 97% et poussière. Mais cette constitution avait dépouillé le chef de l'État à l'époque. Mais ce que l'Assemblée nationale propose aujourd'hui, aussi depuis le chef de l'État, c'est la révision de 2002 qui a réhabilité le chef de l'État dans le dispositif institutionnel. Pour arriver à un truc hybride. Voilà, et c'est ce qui a continué par créer des problèmes en dehors de la limitation du mandat. C'est ce qui a continué par poser problème jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et donc si on dépouille le chef de l'État dans la 5e République, mais est-ce que ce n'est pas ce que la classe politique cherchait depuis fort longtemps? C'est-à-dire un chef de l'État moins puissant et dont le mandat est limité. Aujourd'hui, on dit qu'il ne fait qu'un seul mandat. Ok. Voilà. Alors, Adjioda a aussi une question à vous poser. Bonjour, Adjioda. Oui, bonjour, Zafé. Oui. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Et il n'y a pas de temps pour développer tout ça là. Mais j'ai peut-être 2 questions à notre invité. C'est une seule question qui est prise en compte, s'il vous plaît. Ah bon, ok, il n'y a pas de souci. On nous dit dans la nouvelle constitution que c'est l'Assemblée et le Sénat réunis qui vont élire le président de la République. Maintenant, on nous dit encore que c'est le président qui va élire le 1/3 du Sénat. Bon, à ce niveau-là, il y a-t-il pas contradiction? D'accord. Le professeur. Puis, bon, le professeur va vous donner des éclairages, mon cher ami. Oui. Oui, je vous disais ici tout à l'heure que tout détenteur de pouvoir politique attesté par élection doit participer à la composition des autres institutions. Et donc ce n'est pas au Togo, c'est pas contradictoire, c'est pas au Togo seul. Le chef de l'État, le chef de l'État, mais quand le chef de l'État désigne les membres de la Cour constitutionnelle, où est le problème? Or c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Oui, mais il n'y a pas les mécanismes institutionnels sont organisés de telle sorte que les institutions s'influencent mutuellement. Les institutions s'influencent mutuellement. Donc, il n'y a pas... Donc, bien que le chef de l'État va désigner 1/3 des membres du Sénat, ça ne faussera pas le jeu. Non, ça ne fausse pas le jeu. D'accord. Dima, bonjour Dima. Bonjour. Oui. S'il vous plaît, j'ai une inquiétude au niveau des propos que le professeur a inspiré de l'Afrique. Bon, depuis lors, ce que moi j'aimerais savoir, les problèmes qui se posent à notre niveau au Togo, c'est au niveau de la publication des résultats des élections. C'est tout. Si les résultats
Oui, la radio qui est à côté de vous, cela dérange un peu. Mais vous parlez donc de la publication des résultats des élections. Oui, le problème est que on nous parle, on dit que c'est, on a eu des problèmes au niveau de la présidentielle. C'est pour ça qu'il faut assainir. Mais c'est les résultats sont, les élections sont bien passées au Togo. C'est au niveau des résultats qu'il y a tous des problèmes. D'accord. Alors, on n'a pas trouvé des solutions au niveau pour l'auditeur, vous l'avez écouté, M. Djima, les élections sont organisées, mais c'est la publication des résultats. Bon, il voudra peut-être en filigrane faire allusion aux fraudes ou bien tout ce qui est sous de contestation au niveau des résultats publiés. Est-ce que cela aussi ne contribue pas peut-être à des problèmes qu'on connaît par rapport aux élections présidentielles? Non, il est maintenant reconnu que lorsqu'on organise des élections en Afrique, il y a toujours des contestations. Mais on n'arrive pas à apporter la preuve de ces contestations. Et c'est la raison pour laquelle le juge constitutionnel qui publie les résultats et qui n'a pas de preuves des fraudes qui sont évoquées ici et là, lui, il publie les résultats qu'il a. Parce qu'à défaut de preuves, on ne peut pas dire que les élections sont frauduleusement organisées. Et entre-temps, les acteurs politiques avaient même exigé que les résultats soient publiés bureau de vote, pas bureau de vote, mais là c'est au niveau du code électoral et ce serait également entre acteurs politiques. Maintenant, Madame Messi a une question à vous poser. Bonjour. Madame Messi, oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, c'est ça nos élites qui sont formées pour défendre la République en danger. Voilà, c'est ce qu'ils viennent nous tromper. Moi, tout ce qu'ils expliquent là maintenant, là, et rien pour moi, c'est la même chose. Et on connaît le régime, c'est se dire pas sérieux, ils ne sont pas habilités à nous faire quoi que ce soit de bien. Oui, mais non, la question, elle est laquelle? La question. Je vais vous te dire, oui. Je sais qu'ils nous ont pris, ils nous ont piqué 56 ans. 56 ans dans la vie d'un homme, sur le mandat de 5 ans prévu dans la Constitution, dans toutes les constitutions au monde. Donc c'est bon quoi, on est joui quoi. C'est bon quoi. Voilà. On est joui quoi. D'accord. Voilà. Ok. Nous accueillons Dolly. Bonjour Dolly. C'est M. Folly, bonjour. Ah, c'est M. Folly, d'accord. Bien sûr, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Bonjour professeur. Bonjour M. Folly. Bon, moi j'ai une préoccupation. Il y a un auditeur qui a posé la question maintenant, mais vous n'avez pas répondu. Honnêtement, je voudrais savoir si, selon vous, les élections sont transparentes au Togo. De plus, vous venez de dire dans votre développement que vous faites des efforts pour apaiser l'université. C'est bien. Mais vous ne voyez pas que ce qui se passe dans le civil se répète à l'université et les droits des étudiants sont bafoués et les étudiants sont... Oui, non, s'il vous plaît, Monsieur Folly, nous ne parlons pas d'université ce matin, nous parlons de la nouvelle constitution que les députés ont votée là. Une autre occasion où nous allons recevoir le professeur pour nous parler, ou le président de l'université pour nous parler donc de son temple du savoir ou bien du temple du savoir. C'est en ce moment-là que la question sera la bienvenue. Mais quand même, professeur, vous avez quelques mois placés par rapport à la réaction de Madame Messi et puis nous allons tirer vers la fin de l'émission. Non, je voudrais juste remercier Madame Messi. Je n'ai rien à apporter. Chaque citoyen peut analyser les faits politiques comme il le souhaite. Oui, mais pour conclure, est-ce que demain il fera beau avec tout ce qui se passe maintenant là? Je pense que un régime politique, quel qu'il soit, doit être expérimenté. Et donc, le régime parlementaire, je l'ai dit, à la différence des satellites, demeure aussi rarement sur l'orbite où leur créateur avait entendu le placer. Il peut échapper
à la volonté du constituant ou du législateur qui lui a donné vie. Les événements, la personnalité des dirigeants et des hommes qui vont incarner ce régime parlementaire détermineront sa trajectoire. Merci beaucoup, professeur Madame Merci. Akouda, d'être passé chez nous ce matin. Madame, monsieur, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Plaise à Dieu, tout à l'heure à 10h, notre invité, mais demain, ce sera également des acteurs politiques de l'opposition qui seront également dans nos studios. Bonne journée à toutes et à tous, mais merci quand même à Messa Haïté pour la coordination technique. Bonne journée chez vous.